Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pessah. On se retrouve avec Georges Pira. Ouais, c'est pas lundi, hein, on a abonné au lundi, mais c'est dimanche, parce qu'on a Yom Exceptionnellement. HaZikaron, on a Yom HaShoah, etc. Mais vous êtes toujours aussi nombreux à vouloir écouter Georges Pira sur les Juifs de Tunisie. Berchavot, Georges. Merci, Johan. Tu le mets Merci. en grand, s'il te plaît? Bien, bonsoir tout le monde. Alors, je viens d'apprendre un carnet de famille. Alors ça, c'est chouette. Je vais tout de suite te donner. C'est nos amis Irène et Georges Merzbach qui ont eu un arrière-petit-fils tout de suite après Pourim. Voilà. Alors, Mazel Tov à eux deux et à ce petit-fils qui est arrière-petit-fils, pardon, qui est né il y a quelques semaines. Voilà, j'ai pas autre chose dans mon carnet de famille. Par contre, j'ai encore une annonce à vous rappeler, c'est que demain soir, donc demain 13 avril, c'est Yom HaShoah, il y aura chez Brigitte Blia une soirée de Zikaron Bassalon à 19h30. Alors, elle parlera de l'histoire de son père, Monsieur Hulmeau, qui a échappé à la guerre et qui racontera toute l'histoire de la famille. Alors, je vous mets là une affichette. L'adresse, c'est 8 Shai Agnon, appartement 12, mais je vous le montre tout de suite. Troisième étage, et vous avez le code de la porte d'entrée. Voilà cette invitation. J'espère que vous arrivez à le lire. Je vous laisse le temps pour ceux qui veulent prendre note. Voilà, voilà. Alors, s'il y a encore quelque chose de pas clair, vous pouvez me téléphoner. Bon, eh ben, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. 3 semaines. On avait parlé en préambule, c'était pas directement en lien avec l'histoire elle-même, mais je vous avais raconté les particularités du Rosh Chodesh Nissan tel qu'il est célébré dans la communauté tunisienne. Et puis ensuite, nous avons continué sur le cours. On a parlé du début du mouvement sioniste et ça commençait avec la présentation de deux points de vue. Les juifs tunisiens partisans du maintien des traditions et un autre groupe, ceux qui ont une formation moderne dans les écoles du protectorat ou de l'Alliance israélite, surtout du protectorat, donc avec le programme scolaire français et qui sont partisans de l'assimilation, littéralement de l'assimilation. Et ça nous donne en 1906, puisqu'on parlait du sionisme en Tunisie, une étude présentée par maître Alfred Valency, une étude sur le sionisme qui est très très bien faite, où tout est expliqué, ses buts, les moyens, la finalité de ce mouvement sioniste, mais il précise que ce mouvement est destiné aux Juifs qui sont victimes de pogroms essentiellement en Pologne et en Russie, également au Yémen et en Iran, et même peut-être au Maroc, mais en tout cas ça ne concerne pas les Juifs de Tunisie, qui vivent dans l'orbite de la France des droits de l'homme et la France de l'émancipation des Juifs, et donc leur situation dans l'orbite française n'ira qu'en s'améliorant. Et donc, on soutient le mouvement sioniste, mais il n'est pas pour nous juifs tunisiens. Voilà la thèse de Maître Valency. En 1910, quand même, est créé un mouvement, une fondation, l'Agudat Sion, à Tunis et dans les grandes villes de Tunisie. En 1913, elle compte 1000 membres. Ensuite est publié un journal, Kol Sion, la voix de Sion, en judéo-arabe. Voilà, mais finalement, on constate que jusqu'en 1914, il y a très très peu de départs de Tunisie vers Israël. Et puis arrive la guerre de 14-18. Les colons français sont mobilisés, c'est normal, ils sont de nationalité française.
Les musulmans tunisiens sont mobilisés également, mais pas les juifs. Alors, pas les juifs, alors, oh, parce qu'on a un passe-droit, parce qu'on arrive à échapper à la conscription. Non, pas du tout. Les Français avaient peur que si les Juifs participaient à la guerre de 14-18, ils seraient ensuite obligés de leur accorder la nationalité française. Et ça, ils ne voulaient pas. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège, eh bien, ils les ont tout simplement pas mobilisés pour la guerre. Sauf que, ben, il ne reste plus que, surtout les Juifs en Tunisie, évidemment, leurs affaires prospèrent parce qu'ils ne sont pas mobilisés, ils sont avantagés, on les jalouse, et ils sont bien entendu responsables de tous les malheurs qui frappent la Tunisie. Ce qui nous amènera, notamment dans la semaine du 21 au 26 août 1917, à une campagne antisémite violente, violente vraiment, des propos, des violences, des propos injurieux et pas mal de violence. Et ce qu'on note surtout, c'est qu'il n'y a aucune intervention des autorités. On est en 1917. Alors évidemment, les Juifs se posent des questions. Ni les autorités tunisiennes, ni les autorités du protectorat ne vont intervenir pour les protéger. Aïe, 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 un problème. Un an plus tard, en novembre 1918, on célèbre la victoire, évidemment, et les Juifs font un défilé également dans lequel ils protestent contre les violences qu'ils subissent. S'ensuivent des bagarres, la police intervient, elle intervient et elle soutient les colons français qui s'en sont pris aux Juifs qui défilaient dans la rue en leur disant: vous n'avez pas le droit de défiler, vous n'avez pas fait la guerre, vous n'avez pas le droit de défiler. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ceux qui ont incité à ces mouvements sont les colons les plus riches, pas les petites gens, les colons les plus riches. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène de jalousie? Probablement, et de concurrence, évidemment. Et puis, après cette opération 1918, dans l'entre-deux-guerres, le calme règne de nouveau et les Juifs sont tranquilles. Bien. Et puis, euh, dans cet entre-deux-guerres, les échanges vont se développer, le commerce va se développer évidemment, et ce sera l'euphorie pour tout le monde d'ailleurs, jusqu'en 1929. 1925, 29, patatras, c'est la grande crise internationale de la finance. Il y a énormément de faillites qui sont déclarées, et puis une fois que la crise est passée, ben, il y a une reprise lente. Une reprise lente, mais on aura beaucoup de mal à revenir au niveau précédent. Cela dit, cet entre-deux-guerres révèle quand même une sérieuse élévation du niveau de vie des Juifs tunisiens, une forte baisse de la mortalité qui est due notamment parce qu'on a des mesures d'hygiène qui sont appliquées de façon un petit peu plus intelligente et donc on a moins de mortalité. Du coup, il y a une croissance démographique assez importante. Autre choix, autre chose qui se passe dans l'entre-deux-guerres, une instruction généralisée, c'est-à-dire tout le monde va maintenant à l'école du protectorat, donc l'école de la République française, et puis aussi de nouveaux droits. Par exemple, les Juifs participent à l'Assemblée consultative du protectorat. Donc c'est un groupe qui discute des objectifs du protectorat, n'a pas de voix, n'a pas de pouvoir d'élection, de décision, mais de consultation. Dans la même période aussi, l'acquisition de la nationalité française est considérablement facilitée. Ah, c'est pas parce que tout à coup on est devenu amoureux des Juifs, non. Il y a un problème, ce qu'on appelle le péril italien. Rappelez-vous, je vous en avais vaguement, je vous en avais parlé. Le péril italien, c'est que la colonie italienne installée en Tunisie est beaucoup plus importante que la colonie française. Et si cette situation perdure, les Italiens seront, en tout cas partiellement, légitimes à réclamer ce qu'ils réclament depuis un bon moment, c'est qu'ils aient, eux, l'autorité sur la Tunisie. Donc, si on rehausse le nombre de colons français, on pourra leur damer le pion. C'est donc la raison pour laquelle on va accorder beaucoup de nationalisation à des juifs. Et la progression est impressionnante parce qu'on passe de 29 nationalisations en 1922 à 1220 en 1926. Et puis, tout à coup, boum, patatrac, 1939, il n'y en a plus que 27. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, beaucoup de choses.
D'une part, la colonie française par rapport à la colonie italienne sont à peu près équilibrées. Donc les Italiens sont plus légitimes à avoir une quelconque revendication sur la gestion de la Tunisie. Par ailleurs, il y a des problèmes, paraît-il, en 1939 en France déjà. Il y a un monsieur qui est arrivé au pouvoir qui s'appelle Pétain, et il y a des lois anti-juives, etc. On a des problèmes avec les juifs en France, c'est pas compliqué. Alors on ne va pas encore en rajouter en plus en envoyant de nouveaux juifs en France. Donc on freine les naturalisations. Puis il y a aussi des raisons internes à la communauté juive. D'une part, les traditionalistes se rebiffent et disent que non, 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 il ne faut pas prendre la nationalité parce que on risque une déjudaïsation. D'autre part, il y a les sionistes tunisiens qui disent on n'a pas besoin de la nationalité française, on aura un État à nous bientôt et donc on n'a pas besoin de ça. Et le troisième groupe qui s'oppose à demander une naturalisation, ce sont les communistes, car ils considèrent que les juifs doivent lier leur sort aux musulmans tunisiens. Voilà. Des doux rêveurs, on a vu ça, mais ça c'est une autre histoire. Situation de la Tunisie en 1936, il y a 66 000 juifs en Tunisie, dont 78%, pour faire simple, 80% de cette population vit à Tunis et dans les grandes villes. Et sur ces 66 000 juifs, entre 36 et 37 000, c'est-à-dire un peu plus de la moitié, vit à Tunis. Donc une très grosse communauté, Tunis. Ça, c'est la démographie. Et nous avions terminé avec quelque chose sur quoi je vais rebondir ce soir. C'est la répartition professionnelle de la communauté juive de Tunisie. 1936, on trouve 0,3% d'agriculteurs, ce n'est pas un chiffre très important, mais on va développer ça. 32% de commerçants, 26% d'industriels, 2% d'agents des transports, 20% de journaliers, 0,6% d'employés de l'administration, 12% de professions libérales et 6% de personnes qui ne sont pas catégorisées. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas de profession et qui ont un travail très, très aléatoire. Voilà, on en était là, et donc je vous propose de développer un petit peu ces catégories socio-professionnelles. Alors, on a vu 32% des Juifs sont dans le commerce et ils se trouvent de plus en plus puissants. Alors, ils s'occupent d'import-export, ils exportent des céréales, des fruits, des peaux, de la laine, et d'un autre côté, ils importent des textiles, des produits coloniaux, des métaux et surtout des machines. Alors, beaucoup de juifs tunisiens seront représentants de grandes boîtes françaises, de grosses entreprises françaises, pas seulement, aussi des entreprises étrangères qui viennent vendre en Tunisie. Et c'est intéressant, on est là au début dans les années 30, 35, 36, viennent vendre des voitures, de l'électroménager, des phonographes, des appareils de radio dont l'usage se répand de plus en plus. Ça, c'est très important pour la suite. On n'arrive pas très loin de la guerre maintenant, et l'appareil de radio est quelque chose d'important. Et puis, il n'y a pas que ça, dans les médinas, c'est-à-dire les quartiers anciens dans les villes, dans les grandes villes, ils vendent les produits de l'industrie européenne, donc des casseroles, un tas de choses de ce genre-là. Mais dans les villes modernes, on ouvre des grands magasins. Pas mal de ces grands magasins sont propriétés de juifs. Et dans ces grands magasins, on trouve tout ce que la population européenne et la bourgeoisie tunisienne souhaitent trouver et acheter. Parce que nous avons maintenant une bourgeoisie. Alors, il y a quoi? Il y a déjà la mode, toutes les nouveautés, les robes, les manteaux, etc. La chemiserie, la pelleterie, oh, la fourrure. En Tunisie, c'est très utile. Les chaussures, la quincaillerie, des faïences, de l'orfèvrerie, de la cristallerie. Et alors, dans la mesure où le propriétaire de ce grand magasin est juif, ce qui est assez courant, eh bien, le sont également ses employés. En tout cas, tout ce qui est encadrement, les vendeurs, les caissiers,
les comptables sont toujours juifs dans ces grands magasins qui appartiennent pour partie donc à des juifs. Ça, c'est une chose. Grand magasin, la vente au détail, le petit commerce de tous les jours. Et puis, il y a les banques. Alors, il n'y a plus de banques privées en Tunisie en 1936. Les banques maintenant sont des succursales des banques, des grandes banques françaises. Alors, dans l'arrière-pays, quand même, il y a une différence, une grande différence entre les villes de la côte et les grandes villes en général de Tunisie et l'arrière-pays, le sud tunisien, et Djerba, c'est encore un autre problème. Dans l'arrière-pays, il y a une vieille tradition qui perdure, ce sont les négociants qui prêtent de l'argent aux fellahs dans la mesure où ils en ont besoin et se font rembourser avec des taux d'intérêt assez élevés. Ça, c'est dans l'arrière-pays. Mais dans les grandes villes, il n'y a plus de banques privées. C'est donc des succursales de la BNP ou de la Banque de France, ce que vous voulez, qu'on trouve dans les grandes villes. Et dans ces grandes banques, filiales de la métropole, il y a une forte proportion d'employés juifs. Parce que c'est une question d'éducation, de calcul, ils sont bons en calcul, voilà. Et puis, il y a un autre domaine où on trouve beaucoup de juifs, c'est dans les assurances. Alors, les assurances, vous savez, aujourd'hui, on est assuré pour tout, ou à peu près. Elles prêtent en général un parapluie, les assurances, quand il fait beau, mais enfin, on est quand même assuré. C'est pas évident. Au début du 19e, il n'y avait pas d'assurance. Très, 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 très peu. Pour des convois maritimes, peut-être, et encore, c'était le début. Et il y avait d'autres systèmes, enfin, voilà, l'assurance n'existait pas. Mais là, maintenant, l'assurance commence à se populariser. Et donc, les grandes compagnies d'assurance ont des succursales en Tunisie, dont beaucoup de directeurs d'agence sont également des juifs. Ça, c'est donc pour la partie commerce générale. 32% des juifs. Et puis il y a les industriels. Il y a 26% d'industriels. Alors là, c'est assez curieux comme calcul parce que on catalogue comme industriels les artisans du chouk. C'est quand même pas tout à fait des industriels, ce sont des artisans, ce sont des gens tout à fait méritants, travailleurs, pas des industriels, mais enfin ils sont catalogués là-dedans parce qu'ils produisent quelque chose. Alors évidemment, il y a les artisans traditionnels, des orfèvres, des tailleurs, des cordonniers, des ferblantiers. Il y a une nouveauté qui a été amenée par des immigrés qui venaient de Syrie. C'est la ciselure sur cuivre. Ça, c'est tout nouveau. Vous ne connaissez pas ça. Et donc, des artisans venant de Syrie ont enseigné et formé des ciseleurs juifs. Alors voilà. Mais il y a aussi des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers qui sont réclamés par la population européenne, notamment dès la fin du 19e siècle, nouveaux métiers qui correspondent à de nouveaux savoirs, de nouveaux produits, une augmentation du confort, à tous les niveaux, quelque chose de tout à fait positif. Alors, c'est quoi ces nouveaux métiers? On les a déjà vus, mais ça va se développer. Il y a des tailleurs, il y a des ébénistes, les tapissiers, le plombier. Ben, vous savez, l'eau, on allait la chercher au puits avec une pompe. Ben voilà, maintenant qu'on a des plombiers, des vitriers, des peintres, des électriciens. Voilà. Alors ça, tout ça, ce sont des artisans finalement, mais ils sont catalogués comme industriels. Mais on a également de vrais industriels. Alors là, pour le coup, et là, il y a un gros changement. Les Granats, donc les Juifs originaires de Livourne, ou de l'Italie en général, contrôlent toutes les anciennes entreprises industrielles. On parle là d'industrie, d'usine. C'était entre les mains des Granats. Mais voilà qu'il y a une nouvelle bourgeoisie qui monte, et ce sont les Twansa, les Juifs tunisiens, donc autochtones, qui à présent dominent les nouvelles créations plus récentes. Et on les trouve propriétaires d'usines, alors on parle vraiment d'industrie là, de poterie, de distillerie, de confiserie, de conserverie, d'huilerie, des briqueteries, des fabriques de meubles, des ateliers de mécanique, la papeterie et de l'imprimerie. Vous voyez plusieurs noms que vous avez entendus là-dedans qui ont une consonance un peu plus moderne, l'électricité notamment, entre autres. Mais
des huileries, des briqueteries sous forme d'industrie, ça c'est quand même nouveau. Avant, c'était du domaine du petit producteur. Là, on rentre dans des usines. Et ces nouvelles usines sont donc propriétaires de Juifs Twansa. Et puis, il y a des agriculteurs. On en a parlé tout à l'heure. Alors, ils sont très, très nombreux. Ils représentent 0,3% de la population juive. C'est un chiffre considérable. Sauf que ils sont très peu nombreux, mais ce sont d'immenses propriétés. Ce sont véritablement de grosses entreprises. Je n'ai pas trouvé de chiffres sur les surfaces appartenant à des agriculteurs juifs, mais ce sont de très grosses entreprises agricoles qui cultivent des céréales, de la vigne et des olives pour l'essentiel. Alors évidemment, il y a beaucoup de salariés, beaucoup de gens qui travaillent là-dedans parce qu'il faut les exploiter. Et il y a une maîtrise, un encadrement des ouvriers et un service de comptabilité qui, eux, sont toujours tenus évidemment par des juifs également. Donc 0,3% d'agriculteurs, mais qui représentent un pourcentage important de la production agricole en Tunisie. Et après, on arrive à un autre champ social, ce sont les professions libérales. Alors là, dans ce domaine-là, les Juifs, ils se sont éclatés, hein. 12% des Juifs ont des professions libérales, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, notaires également, et avocats. Avocats, médecins, pharmaciens, notaires. Voilà. Alors, comment on fait? On va à l'école. À la fin de l'école, on va dans les universités françaises euh, à Alger, ou alors à Montpellier, ou à Aix. Et voilà. Et puis, on passe des diplômes, on rentre à la maison par des diplômes, parce qu'on rentre en Tunisie pour retrouver la famille, évidemment. Et ces gens se lancent dans leur profession et réussissent brillamment. À noter que là aussi, leurs auxiliaires seront toujours des juifs, c'est-à-dire un clerc de notaire, les infirmiers, des préparateurs en pharmacie, sont toujours là également des juifs tunisiens. Puis encore une catégorie qu'on rattache à ces professions libérales, assez curieusement, ce sont les rabbins enseignants ou officiants, mais qui ont véritablement, ils sont en poste, qui ont désignés par le protectorat, pas que, mais sont catalogués là-dedans. Voilà pour les professions libérales. Après, nous avons des journaliers. Les journaliers représentent 20% de la population juive. Ça, c'est déjà beaucoup moins brillant. Ce sont des gens qui se louent à la journée pour toutes sortes de travaux. Ils sont plus ou moins bien payés, plutôt bien d'ailleurs en général, parce que leur engagement est très souple, mais ça représente 20% de la population. Et dans l'entre-deux-guerres, ils seront vraiment très nombreux. C'est à ce moment-là que ce chiffre va considérablement augmenter. Et puis, il y a une frange également, évidemment, qui n'a rien. Enfin, voilà, de très, très pauvres. Alors, de tout ce que je vous ai raconté là, il ressort que la société juive tunisienne a changé, a changé. On en a vu les prémices à la fin du 19e siècle, nous l'avons déjà vu. On reprend des choses qu'on a déjà vues, en fait, mais qui s'amplifient au fur et à mesure du développement de l'éducation moderne. C'est ça l'accent, le point sur lequel je voudrais mettre l'accent. Alors, la société a changé. On retrouve évidemment l'ancienne bourgeoisie livournaise, les Granats, ceux qui avaient réussi dès le départ, qui avaient des grands stands au chou, qui ensuite ont fait de l'industrie. Mais s'y rajoute maintenant une nouvelle bourgeoisie tunisienne autochtone d'origine des Touansa, issue du commerce, de l'agriculture et de l'élevage, de spéculation immobilière ou de l'industrie. Puis s'y rattachent également à ce groupe les professions libérales. Et finalement, c'est un groupe qui va se développer considérablement par des alliances matrimoniales. Parce qu'évidemment, de même milieu, ben on se marie entre gens de même milieu et ça va faire des petits. Donc un groupe qui va considérablement se développer. Et puis on a les classes moyennes, une classe moyenne qui, elle aussi, est de plus en plus nombreuse, qui n'existait très très peu à la fin du 19e, pas du tout au milieu du 19e.
et qui là se développe. Ce sont les nouveaux commerçants, des employés de commerce et de la banque, là où les juifs sont majoritaires évidemment, et ils sont souvent responsables syndicaux. Ah, ça c'est intéressant. Ils défendent le beefsteak de la profession. Et ce groupe-là n'existait pas. Il va se développer. Et puis alors, on a une masse de gens, de très petits gens, qui, là, pour le coup, survivent grâce à l'aide communautaire, aux œuvres sociales. Et ce sont les derniers habitants des haras vétustes en ville à Tunis, mais également dans les autres villes, et qui essayent de s'évader le plus tôt possible, mais dans leur situation, c'est assez difficile. Ce qui est intéressant, et on l'avait noté, on en avait beaucoup parlé, c'est la ribambelle de sociétés, d'associations de caritatives qui se développent en Tunisie. On ne laisse tomber personne et tout le monde reçoit une aide euh, plus ou moins importante selon sa situation. Ça, c'est quand même quelque chose de formidable à mettre au crédit du judaïsme tunisien. Alors, c'est vraiment là, dans ce groupe-là, une grande pauvreté, mais même là, il y a une promotion sociale qui est due essentiellement à un beaucoup plus grand accès à l'instruction. Ça, c'est un domaine tout à fait important et qu'on va aborder maintenant, le mouvement de scolarisation, mais en parallèle d'occidentalisation. Et ce mouvement qui était déjà amorcé à la fin du 19e. Je vous rappelle que 1881, c'est la date du protectorat. À partir de là, l'école de la République s'installe en Tunisie. Ce mouvement qui existait déjà va considérablement se développer dans l'entre-deux-guerres. Et régulièrement, depuis la fin du 19e, de plus en plus d'enfants sont scolarisés. Et de plus en plus de jeunes arrivant au bac iront à l'université en France ou à Aix ou à Alger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a quand même l'Alliance israélite universelle qui est toujours présente et qui a une place importante dans cette scolarisation des enfants de Tunisie. On en est toujours à cinq écoles, il n'y en aura jamais plus, ce qui signifie 5 écoles, peut-être 5, 6, 7 000 enfants scolarisés par année. Alors, Ah, quand même. ces 5 écoles de l'AIU, de l'Alliance israélite, fonctionnent avec le programme de la métropole, donc le programme scolaire français, mais s'y rajoutent l'hébreu, l'histoire juive et les grandes lignes du judaïsme religieux. Et alors là, je ne résiste pas à vous donner une citation d'un directeur d'une école de l'Alliance israélite qui écrit la chose suivante. Écoutez bien parce que c'est quand même très révélateur de la philosophie qui présidait aux écoles de l'Alliance. L'Alliance israélite universelle, en introduisant dans ses programmes l'étude de l'hébreu, a attiré dans ses écoles des enfants, a attiré, pardon, dans ses écoles où elle fait connaître et aimer la France, la masse des Israélites tunisiens profondément attachés à ces traditions religieuses et qui auraient certainement fui une instruction purement laïque, échappant ainsi à la culture française. Ah, c'est un monument, ce texte, parce que, incontestablement, et j'ai déjà beaucoup parlé de l'Alliance israélite, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Ça a été extrêmement positif, l'Alliance israélite, il n'y a pas de doute. Mais ils ont une philosophie qui est la promotion de la France. Alors, il ne faut pas lire ça avec les événements contemporains dont je ne parlerai pas, mais on est à la fin du 19e et là, maintenant, on est en 1930, 35. Il y a une véritable volonté à l'Alliance de promouvoir la France, de promouvoir l'apprentissage du français. C'est ça le but. Et d'ailleurs, Israël ne rentre pas du tout dans le schéma de l'Alliance israélite. C'est un autre chapitre. Voilà. Et pourtant, ils vont quand même faire quelque chose en Israël. C'est autre chose. Alors voilà, si nous n'avions pas
enseigné l'hébreu et les matières juives, on n'aurait pas pu attirer ces enfants pour leur faire passer la beauté de la culture française. C'est quand même un joli monument de un état d'esprit d'une époque qui est aujourd'hui complètement révolue, mais qui a existé et qui a été très très prégnant. Et en fait, l'enseignement de l'Alliance israélite sera un objet de critique, parce que pour les modernistes, ben, c'est beaucoup trop religieux. On n'a pas besoin de ça. Pour les traditionalistes, ben, c'est pas assez religieux. Ils sont entre les deux. C'est difficile comme situation, c'est une position difficile à tenir. Mais effectivement, ils vont essayer de ménager la chèvre et le chou, l'enseignement traditionnel de la République française, et d'un autre côté, cet enseignement juif. C'est pas si mal que ça finalement. Peut-être que leur philosophie n'est pas toujours excellente, mais peu importe. Il en est resté quelque chose, il en est notamment resté un cordon ombilical entre ces enfants scolarisés à l'Alliance israélite et le judaïsme de leur naissance et de leur famille. Ce qui ne sera pas forcément le cas chez les enfants scolarisés dans les écoles de la République. Et nous allons y venir. Alors, le premier rôle, le premier endroit où on scolarise quand même les enfants juifs, c'est pas l'Alliance israélite, c'est évidemment les écoles publiques. Et on a des chiffres. 1935, il y a 1654 garçons à l'Alliance israélite sur un total de 5930, soit 28% des petits juifs vont à l'Alliance israélite. Les autres iront à l'école publique. Chez les filles, c'est encore plus marqué, il y a 983 filles sur un total de 6021 filles scolarisées. Vous voyez d'ailleurs que les chiffres sont à peu près équivalents. 5930 garçons, 6020 juifs, c'est à peu près filles, c'est à peu près équilibré, soit 16% des jeunes filles qui vont être scolarisées à l'Alliance. En somme, 80% des enfants juifs seront scolarisés en Tunisie dans l'école publique. Ça, c'est très important ce que je vous dis là, parce que ça conditionne toute la suite de notre affaire. Alors, pour autant, quand on va à l'école publique, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout, forcément. L'ancien Talmud Torah n'a pas disparu, et dans les grandes villes, après l'école, les familles envoient leurs enfants au Talmud Torah, où ils apprennent l'hébreu, l'instruction religieuse, notamment en prévision de la bar mitzvah. Alors ça, c'est valable partout, sauf à Djerba. À Djerba, où le Talmud Torah est la seule école existante avec une tradition très stricte. Donc Djerba, c'est un problème à part. Et on apprenait à Djerba des éléments essentiels du rôle. Écrire, lire, calculer, tout ça, on l'apprenait. Mais l'accent est clairement mis sur le religieux. Il n'y a que les écoles du Talmud Torah à Djerba. Alors, ces progrès de la scolarisation vont entraîner autre chose. On va, dans les familles, les enfants ils vont de plus en plus parler le français, puisqu'ils étudient à longueur de journée en français. Voilà. Alors, on parle le français, parfois encore un petit peu l'arabe, mais de moins en moins. Et puis, demeure quand même, il y a toujours comme ça une espèce de cordon ombilical, des expressions rituelles, des expressions, des proverbes en judéo-arabe qui persistent, qui perdurent et qui maintiennent un lien, parfois ténu, avec le judaïsme d'origine. On peut parler là véritablement du pouvoir magique des mots de la tribu, des mots de la communauté, qui ont un pouvoir particulier parce qu'ils nous lient encore à notre passé. Cela dit, il y a de gros changements. La littérature judéo-arabe, nous avons vu fin du 19e siècle, elle était en pleine expansion puisque on traduisait en judéo-arabe notamment des livres français, des romans, de la poésie, du théâtre, etc.
et ce qui permettait aux Juifs, y compris les Juifs de l'arrière-pays, d'accéder à la culture française. Voilà. Sauf que là, maintenant, le judéo-arabe, au XXe siècle, décline inexorablement, pour une bonne raison déjà. C'est qui parle encore le judéo-arabe? Ce sont les vieux. Par définition, les vieux, eh ben, ils vont finir par disparaître. Et donc la langue va se perdre. On trouve ça dans beaucoup de dialectes juifs, y compris mon yiddish de naissance, le yiddish alsacien. Il n'y a plus personne qui le parle, hein, c'est terminé. Ce n'est pas une langue, hein, ce sont des expressions. Mais voilà, le yiddish, le vrai, lui, il a encore un bel avenir par le réseau universitaire. Mais c'est une autre histoire, c'est pas notre propos. Alors, il décline inexorablement ce judéo-arabe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on publie plus rien, on publie encore, mais de moins en moins. Des livres, des brochures, des journaux en judéo-arabe. Par exemple, messieurs Ouzan et Castro à Tunis ou monsieur Maklouf Nadjar à Sousse vont publier un journal et également des livres. Quelques traductions en judéo-arabe qui datent des années 30 environ, qui sont produites entre 1920 et 1930. Donc, premier tiers du 20e, un livre intéressant, Les Devoirs du cœur de Ibn Pakuda. C'est un livre extrêmement ancien et qui a été traduit donc en judéo-arabe, accompagné de keynotes, donc des textes de lamentation, disons. Un autre livre d'Abraham Mapou, il s'appelle Le péché de Samarie. Puis des romans arabes ou des livres français. Curieusement, Le Cid de Corneille, Les Fables de La Fontaine seront traduites en judéo-arabe, ou encore un livre de Daniel Adjej qui s'appelle Les 1000 proverbes tunisiens. Puis il y a aussi des journaux en judéo-arabe, mais beaucoup, beaucoup moins nombreux. On connaît Al-Sabah, le matin, Al-Nejuna, l'étoile, et Al-Yehoudi. Alors, Al-Yehoudi, je n'ai pas besoin de vous le traduire, mais c'est tout ce qu'on a comme journaux rédigés en judéo-arabe. 1937, cette période-là, juste avant la guerre, clairement, le judéo-arabe se meurt. Et puis, cette culture en judéo-arabe qui a fleuri, s'est développée quand les gens lisaient l'hébreu, parlaient l'hébreu ou comprenaient l'hébreu, elle ne peut que décliner avec cette diffusion de la culture française et de la langue française. Et voilà, et comme clientèle, tout ce qui leur reste, ben, c'est la vieille génération. Donc, exit petit à petit tout ce qui est en judéo-arabe. Par contre, à contrario, la presse et la littérature française, elles, se développent considérablement. Et la presse juive française reflète exactement les différents courants de pensée qui traversent la communauté juive de Tunisie. Alors on trouve M. Smadja qui publie un journal qui s'appelle La Justice. Il paraît de 1923 à 1934 et qui se présente tout simplement comme l'organe de revendication des Juifs de Tunisie. Voilà, c'est clair et net. Il n'y a pas tellement de couleur politique là. Il y a la défense des Juifs de Tunisie, tout simplement. Et puis c'est un journal plutôt un peu moderniste. Hein. Il n'est pas sur le registre judéo-arabe. Il y a un autre journal qui s'appelle L'Égalité, qui est publié par Cohen et Ganouna de 1919 à 1937, donc une publication assez longue. Ça, c'est un journal qui va défendre les traditionalistes, donc les tenants d'un minimum d'assimilation et de préserver autant que possible les traditions juives. Puis il y a d'autres journaux encore, La Voix juive, Le Réveil juif, la Gazette d'Israël. Ah, ça c'est intéressant, la Gazette d'Israël qui est éditée par un certain Émile Ganem en 1938 et qui défend les idées sionistes en Tunisie. On couvre un peu tout le champ là. Et puis il y a un quotidien, alors ça c'est assez intéressant et je pense que certains d'entre vous s'en souviendront, qui s'appelait Le Petit Matin, édité par Simon Zana
et qui est un journal d'information pour toute la population tunisienne, pas spécifiquement juive, je précise, pour toute la population, sauf que ce journal fait vraiment la part belle à toutes les informations qui peuvent concerner la communauté juive et qui peuvent intéresser les juifs. À telle enseigne que les juifs considèrent ce journal, le petit matin, comme leur journal. Voilà, c'est le journal des juifs. Sauf qu'il est universel, enfin en tout cas pour toute la population. Mais il est clairement rempli de beaucoup d'informations concernant les juifs. Et puis évidemment, il y a des publications de livres en français. Alors, il y a des livres de médecine, notamment, intéressant, il y a plusieurs livres qui paraissent sur les pathologies coloniales. Évidemment, c'est adapté, il s'agit là d'une colonie, donc des livres de médecine, des études juridiques, puis on a aussi des romans. Et dans ces romans, qui décrivent différents aspects de la vie tunisienne, il y a trois noms qui ressortent qui sont très intéressants. Un s'appelle VL. VL, de son véritable nom, Victor Lévy. VL. Il rapporte, alors VL, c'est Victor Lévy, c'est les initiales, mais il l'a transformé en nom, V-E-H-E-L. Il rapporte les récits et les contes qui se sont transmis de génération en génération dans la communauté juive de Tunisie. Et ça, c'est très intéressant parce que ces livres font vivre et se souvenir et maintenir en vie d'anciennes traditions qui autrement seraient tombées dans l'oubli. Ne serait-ce que pour les étudier ou pour savoir ce qui se faisait, même si on ne le fait plus. Mais il transmet donc ces écrits et contes racontés dans les chaumières depuis des générations. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Rivel, de son vrai nom Raphaël Lévy. Lui, il évoque le petit peuple de la Hara, donc ce peuple de juifs qui sont vraiment très misérables, souvent malades, qui vivent vraiment dans le malheur, notamment dans l'époque dont nous parlons là, au 19e, où c'est vraiment les plus miséreux qui vivent encore dans la Hara, les autres sont partis dans les quartiers plus modernes. Il y a un troisième écrivain qui s'appelle Danon, et lui nous rapporte quelque chose de très intéressant, c'est les difficultés de vie et l'attachement obstiné des populations du sud de la Tunisie à une religion et une tradition religieuse extrêmement rigoureuse. Voilà, donc cet homme, Danon, dans ses écrits, nous apporte une description d'un monde qu'on connaît moins parce qu'il y a eu moins de voyageurs là-bas et je peux moi aussi vous en raconter beaucoup moins sur cette région-là. Et donc, il nous rapporte dans ses écrits des descriptions de ces communautés. Alors, il n'y a pas que la littérature. Les Juifs tunisiens aiment beaucoup, évidemment, la musique et les danses orientales, qui sont très appréciées, c'est normal. C'est leur culture d'origine. Notamment, il y a une chanteuse qui était réputée, qui est décédée en 1930, qui s'appelait Habiba Messika. Voilà. Seulement, sous l'influence des colons français, eh ben, ils s'intéressent de plus en plus aux musiques plus modernes et aux danses occidentales. On apprend maintenant à jouer du piano et du violon. On va au récital, on va écouter des opéras, puis on danse le tango. Oui, ça, c'est pas vraiment dans le Shulchan Arour, mais bon, on danse le tango quand même. Donc vous voyez une approche de la culture contemporaine occidentale. Et puis, il y a une catégorie de personnes qui apparaissent qui n'existaient vraiment pas auparavant, en tout cas pas à ma connaissance, ce sont des artistes peintres. Évidemment, quand on a une vie difficile, où il faut travailler, on n'a franchement pas vraiment la tête à aller faire de la peinture. Et puis, pourquoi faire de la peinture? Ils vivaient dans des maisons extrêmement pauvres, on n'allait pas accrocher des tableaux dans des maisons extrêmement pauvres, ça n'a pas de sens. Oui, mais là, maintenant, en fin du 19e et au 20e, ça prend une toute autre résonance. Et donc, on a des artistes peintres qui apparaissent, dont des noms que vous connaissez peut-être, Moses Lévy, Jules Lelouch ou Maurice Bismuth. Ouais, toutes sortes de petits changements comme ça qui, par petites touches, vont complètement modifier la sociologie de la communauté juive de Tunisie.
On l'a vu, on quitte de plus en plus, et dès qu'on le peut, la Hara, surtout à Tunis, et le fait que beaucoup de gens vont déménager va aboutir à le besoin d'une synagogue, évidemment, on ne va plus prier et à la Hara puisqu'on n'y habite plus, et ça nous donnera l'inauguration en 1937 de la grande synagogue de Tunis, avenue de Paris. Ça, bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent. Ce déplacement de population vers les quartiers plus modernes favorisera aussi la rencontre entre la population juive et la population européenne et l'adoption de modèles occidentaux. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. C'est la limite du système, mais c'est comme ça. C'est la marche de l'histoire, on n'y peut rien, et il y a rencontre entre ces différentes populations. Et donc ces rencontres vont amener, nous avons vu maintenant ce soir, les catégories socio-professionnelles, l'impact de l'éducation moderne dans les écoles de la publique sur les petits juifs tunisiens qui parlent maintenant le français, qui ont aussi font de belles études, on rentre dans de belles professions. Ben, tout ça, ça va avoir un impact sur la famille, évidemment. Alors nous en avions déjà parlé, petitement. Là, ça va devenir beaucoup plus important, avec des choses très intéressantes qui se passent. Excusez-moi. Voilà. Alors, les changements dans la famille sont clairement l'aspect le plus frappant, le plus déterminant des changements produits par la modernisation de l'éducation et qui vont affecter toute la communauté juive de Tunisie. Alors, premier point, le Code civil français ne s'applique qu'aux juifs ayant obtenu la nationalité française. Donc, eux seuls relèvent de la loi française. Très bien, on a vu ça. Seulement, ils ne sont pas très nombreux. Pour les autres, et rappelez-vous que les traditionalistes veulent que ça reste comme ça, qu'on émarge à la justice rabbinique, à la justice du Beddin. Donc pour les autres, à la très grande majorité, ils restent soumis aux statuts et aux lois de la tradition juive. Ça ne bouge pas. Ces lois restent inchangées. Par contre, les mœurs des juifs et tunisiens vont évoluer. Et cette évolution va entraîner de grandes mutations dans la famille. Pour commencer, l'âge du mariage est nettement relevé tant pour les garçons que pour les filles. Selon la tradition, alors on ne parle pas là d'une tradition religieuse, mais les habitudes de la population, on mariait les jeunes filles vers l'âge de 12 ans, ça pouvait être 13 ou 14 aussi, mais vers l'âge de 12 ans, et les garçons vers l'âge de 13 ans. Bon, très jeunes quand même, voilà, mais c'était la tradition, ça se passait comme ça. Et nous avons vu une évolution déjà au début, à la fin du 19e siècle, et une évolution qui va s'accélérer dans l'entre-deux-guerres. Tant et si bien que on va voir dorénavant les jeunes filles se marier vers l'âge de 20 ans, encore une fois, ce n'est pas un coup près, ça peut être 21, ça peut être 19, et les garçons se marier vers l'âge de 25 ans. Ce sont des âges, disons, de notre point de vue contemporain, certainement plus raisonnables que 12 ou 13 ans. Voilà. Alors, comment ça se fait? Eh bien, d'une part, c'est venu parce que les jeunes filles sont scolarisées, et à 12 ans, elles n'ont pas terminé leur scolarité, les garçons également. Les études, il y a un allongement des études, puisqu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Et puis, il y a une diffusion des modèles occidentaux incontestablement, ce qui entraîne ce mariage plus tardif. Je précise tout de suite que même dans les années 30, ce n'est pas le cas dans l'arrière-pays tunisien, où on continue à se marier très très jeune. On va voir aussi tout à l'heure, tout de suite, pourquoi. Alors, pour les juifs évolués, ce n'est pas très sympathique, les juifs tunisiens qui disent mariage précoce, mentalité arriérée. Ce n'est pas très gentil, mais ça ne correspond pas à une mentalité arriérée, mais à une tradition, à des coutumes différentes, selon qu'on a ce cursus scolaire ou non.
Alors, autre chose qui change, c'est les unions consanguines. Il était très courant, déjà en général, on se mariait à l'intérieur de la famille au sens très large du terme. La famille, les cousins, les petits cousins, les arrière-petits cousins, les cousins au huitième degré, c'est toujours encore la famille. Et on se marie dans la famille parce qu'on connaît les gens, on sait d'où ils viennent, on connaît tous les problèmes et tous les biens, et donc on se marie en famille. Il était très courant qu'un oncle épouse sa nièce ou que des cousins germains se marient entre eux avec tous les problèmes qui peuvent naître de la consanguinité. Vous connaissez ce problème. Oui, mais ça, maintenant, de moins en moins. De moins en moins. Depuis la fin du 19e siècle déjà, on essayait d'éviter les mariages consanguins, c'est-à-dire vraiment un oncle avec sa nièce ou des cousins germains, là c'est quand même très très rapproché. Mais il y avait un cercle des alliances matrimoniales qui était large, sauf que là maintenant il est encore plus large, c'est-à-dire il dépasse largement le cercle familial. Ah oui, mais on connaissait le petit cousin, l'arrière-petit-petit cousin, etc. Ouais, mais là, maintenant, pour rencontrer quelqu'un d'autre, il faut quelqu'un entre les deux. Et on va faire appel à quelque chose de tout à fait nouveau, le marieur ou la marieuse, voilà, qui s'appelle samsar ou samsara. Ça, c'est nouveau. Et alors, euh, voilà, de faire appel à un marieur ou une marieuse, ça va changer autre chose. C'est la dot pour la mariée. Alors une dot pour la mariée, il y en a toujours une. Et c'est une tradition qui va se développer au XXe siècle. En fait, la dot traditionnelle consistait en un trousseau, donc quelques draps et quelques nids d'abeilles. On ne connaissait pas l'éponge encore à l'époque, les serviettes éponges, mais on avait des serviettes en nid d'abeilles. Quelques bijoux et un petit pécule pour démarrer. Le tout, évidemment, était variable selon les moyens financiers de la famille, mais enfin, ça restait toujours très modeste. Voilà. Ça, c'était la tradition. Et puis, fin du 19e siècle, arrive une nouvelle habitude et la dot devient un montant plus élevé dans tous les milieux sociaux et qui peut aller de 50 000 francs pour devenir l'épouse d'un petit employé, je vais développer ça tout de suite, à quelques centaines de milliers de francs pour devenir l'épouse d'un avocat. Alors, vous voyez tout de suite comment ça se passe. Alors, il y a avantages et inconvénients dans ce système. Je m'explique. Plus la situation du conjoint futur est élevée, plus la dot doit être élevée. Bien, ça c'est très bien. OK, on comprend. Notamment, il y a une pression des marieurs parce qu'ils sont rémunérés au pourcentage du montant de la dot. Donc plus la dot est élevée, plus ils gagnent de sous. Tout ça, jusque-là, ça va. Voilà. Cette dot très élevée, quel que soit le milieu, hein, encore une fois, c'est évidemment moins d'argent pour un petit employé du commerce que pour un avocat ou un médecin, mais ce sont des montants euh, importants quand même. Alors, cette dot, c'est une assurance pour les parents de trouver un bon parti pour leur fille, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant, ça, le côté positif maintenant, c'est que ça assure une stabilité du couple. Pourquoi? Parce qu'en cas de répudiation ou de divorce, le mari est obligé de rembourser l'intégralité de la dot. Donc ça assure une stabilité dans la famille pour cette jeune fille qui va se marier. Plus la dot est élevée, plus le parti sera intéressant et plus il sera stable. Voilà. Alors, autre chose encore, un autre aspect positif, c'est que cette dot importante permet de rectifier une injustice. En fait, quand dans une famille il y avait un garçon, la fille n'avait pas droit à une part d'héritage. Eh bien, ce système de dot, d'une certaine façon, permet un héritage à l'avance. Elle n'a pas droit à une part de la fortune familiale
pour pouvoir se marier. C'est donc un héritage à l'avance, une espèce de manière de redresser une injustice. Mais c'était les traditions, c'était comme ça. Voilà. Mais il y a d'autres conséquences. C'est que certaines unions ont littéralement ruiné les parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour leur fille et qui se sont retrouvés complètement ruinés. Et puis autre chose, combien de mariages ont été organisés comme une affaire commerciale avec tout un côté vraiment assez sordide et on n'écoutait pas du tout les désirs ni du garçon ni encore beaucoup moins de la fille. Il s'agissait de la caser le mieux possible et c'était pas toujours très sympathique comme organisation. Voilà. Alors, une des conséquences de cette fameuse dot, donc on rentre dans l'argent là, c'est l'occidentalisation également des cérémonies de mariage. On se mariait traditionnellement dans la maison de la Kala, de la jeune fille, avec une tenue traditionnelle, une espèce de chapeau pointu, brodé, une belle robe, etc., traditionnelle. Et voilà, et puis voilà qu'on commence à occidentaliser ces cérémonies de mariage, d'abord dans les milieux très aisés, les milieux bourgeois juifs, et puis petit à petit, ça va s'étendre à toutes les classes sociales. La mariée porte désormais une robe blanche au lieu du costume traditionnel. La choupa qui avait lieu dans la maison de la mariée maintenant se tient à la synagogue parce que le lieu étant plus grand, on peut faire plus de pompes et plus d'éclat pour ce mariage, évidemment. Et puis, les rites nuptiaux qui avaient cours avant et après le mariage, on parle là de Shabbat Ratan, Shabbat Kala, on parle des Shiva Brachot, sont de plus en plus oubliés, un petit peu, voilà, peu à peu abandonnés chez les Juifs qui sont un peu plus évolués. Et puis, la famille nouvellement constituée se dégage de la famille étendue. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. On en a déjà parlé. On en avait parlé quand il s'agissait des premiers bâtiments qui ont été construits hors la Hara, sur des bâtiments de 2 ou 3 étages, où les appartements étaient plus confortables, plus modernes, mais beaucoup plus petits, et qu'on ne pouvait plus abriter toute la famille, toute la smala. Donc, une partie de la famille partait ailleurs. Mais là, maintenant, ça devient un système presque automatique. Il n'y a plus de cohabitation dans une même maison. Le jeune couple qui s'est marié va chercher un autre appartement ailleurs et la disparition de toutes ces familles dans la ville ou même parfois dans d'autres villes font littéralement exploser l'autorité du chef de famille. L'organisation de la famille était très pyramidale. Il y avait le patriarche avec ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, c'était le patron. Et cette organisation pyramidale est terminée maintenant, puisque chacun part dans son coin et le chef de famille, c'est très important parce que ça change des siècles de traditions familiales qui explosent à cause déjà d'une question d'appartement, tout simplement. Et puis autre effet aussi, euh, la famille diminue, il y a moins d'enfants. Alors, dans le temps, siècle précédent, les femmes allaient de grossesse en grossesse, et comme elles se mariaient à 12, 13 ans, à 30 ans, elles étaient complètement fanées. Il faut aussi dire que dans ce temps-là, la mortalité infantile était très importante, aussi entre 20 et 30 des enfants dans la première année mouraient, entre 20 et 30 des enfants mouraient pendant la première année de leur vie. Donc, si on voulait avoir une descendance et une famille, il fallait avoir beaucoup d'enfants. Maintenant, là, au XXe siècle, eh bien, les méthodes prophylactiques, l'hygiène aidant, il y a un fort recul de la mortalité. Et donc, la nécessité de multiples grossesses se fait beaucoup moins sentir pour avoir des enfants qui resteront en vie. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi. Dans le temps, c'était pas compliqué. On se mariait pour avoir des enfants. Kenyirbo, multipliez-vous. Et puis après, après, ils se débrouilleront. Ouais, mais là, maintenant, ça change. On est soucieux de l'avenir de ses enfants.
Et si on veut leur assurer un avenir, eh bien, il faut en avoir un petit peu moins pour pouvoir faire face aux nombreuses dépenses qu'il faudra pour leur scolarité et leur formation à l'université. Et donc, on a moins d'enfants, et ça c'est vrai dans tous les milieux sociaux, et il y a un effort conscient de, euh, de prévention d'un excès de naissance. Ça c'est tout à fait clair. Oui, mais malgré tout, bien qu'il y ait moins de naissances, la démographie augmente parce qu'il y a moins de mortalité aussi, beaucoup moins de mortalité. Et puis, je vais voir si je peux encore... Oui, vous me laissez encore 5 minutes, s'il vous plaît, pour que je puisse terminer mon petit chapitre là. Voilà, alors, il y a autre chose qui va changer, c'est l'inégalité des sexes. Qui se réduit de plus en plus grâce notamment à la scolarisation. Évidemment, vous le savez, dans toutes ces sociétés traditionnelles, la femme, elle était là pour torcher les enfants et préparer la tambouille pour le mari. Point, barre, terminé. Oui, mais voilà, la femme en Tunisie sera de plus en plus associée à la direction de la famille et jouera un rôle de plus en plus important dans l'éducation des enfants. Et je parle là dans un sens tout à fait positif du terme. C'est-à-dire qu'elle est partie prenante dans l'éducation de ses enfants. Voilà. Et puis, il se passe aussi autre chose. Ça, c'est un phénomène assez intéressant. Beaucoup de jeunes filles, à la sortie de leur scolarité, donc elles sortent du brevet, mettons, peut-être certaines du bac, pas toutes, vraiment pas, mais du brevet, elles vont aller travailler. Elles vont travailler soit dans un magasin, soit dans un bureau, mais ce n'est pas un travail définitif. C'est pour un certain temps, et ce temps, il a une raison, c'est d'aider les parents à constituer une dot plus importante. Donc la petite jeune fille va aller travailler, tout son salaire va être mis de côté et thésaurisé, et avec l'aide des parents, elle aura une dot plus importante et pourra donc prétendre à un plus beau mariage. Sauf que quand on va travailler comme ça, l'idée se répand tout à coup que, ben, au fond, pourquoi est-ce que les femmes ne travailleraient pas au même titre que les hommes? Et donc voilà une nouvelle idée qui se répand, qu'à l'instar de l'homme, la femme doit exercer une profession toute sa vie. Et donc, pour exercer une profession, très souvent, il faut qu'elle se forme. Donc, elle va avoir une formation un peu plus élevée. Et elle va gagner sa vie. Et ce qui va la faire apparaître comme, premièrement, en mesure d'échapper à un mariage forcé. Eh oui, on ne va pas lui faire épouser qui on veut, mais qui elle veut, parce qu'elle a aujourd'hui les moyens de se défendre et de gagner sa vie. Donc, elle va échapper au mariage arrangé. Et même parfois, comme elle a une profession qui va assurer un revenu au couple, ben, elle va se marier sans dot. Elle va se marier sans dot et pour autant trouver quand même un très très bon parti. Voilà tout ce qu'on a vu sur l'éducation, la langue française, l'éducation plus moderne. Conclusion, le modèle séculaire de la famille juive tunisienne, ce n'est pas qu'en Tunisie. Ça se passe au Maroc, ça se passe en Algérie, ça se passe dans toutes les sociétés. Le modèle séculaire disparaît littéralement au profit, c'est un peu ennuyeux de le dire, mais c'est quand même au profit d'un modèle, disons, christianisé, sans pour autant, évidemment, s'identifier au christianisme, c'est clair. Disons un modèle plus moderne, plus en phase avec le monde du XXe siècle en Tunisie, régenté par le protectorat. Voilà pour ce soir. La prochaine fois, nous allons parler de choses de très intéressantes aussi. Et dans le même esprit, c'est déshébraïsation et déjudaïsation. C'est-à-dire que le judaïsme tunisien s'est quand même fortement assimilé. Beaucoup, beaucoup plus que le judaïsme marocain, par exemple. Le judaïsme algérien, c'est encore autre chose, mais c'est un petit peu dans le même schéma. Mais le judaïsme tunisien c'est très, 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 très assimilé. Nous verrons ça la prochaine fois. Si vous avez des questions,
Je n'ai pas la forcément les réponses. monogamie a été établie quand? Pardon? La monogamie, quand est-ce qu'elle a été établie en Elle n'est Tunisie? toujours pas établie. Alors on peut se marier avec plusieurs femmes. Dans le monde Ouais. séfarade, dans le monde séfarade, théoriquement, oui. Et ils le pratiquaient? Pardon? Ils le Non, je ne pratiquaient crois au pas. 19e siècle? Il y a eu quand beaucoup de Juifs sont venus du Maroc, notamment, je me souviens, si je me rappelle bien, le président de la communauté d'Agadir, mais on parle de là, dans les années 60, 65, était venu avec deux épouses. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Alors aujourd'hui, ben non, déjà Alors quand on maintenant, habite en non, mais quand ça, Occident, la loi du pays l'interdit. On n'a pas le droit d'avoir deux épouses en France. en Mais la loi, France, oui, on n'a pas le droit, ni dans toute l'Europe occidentale. Mais la loi juive, théoriquement, autorise la polygamie. les gars. Pour les séfaradim, pour les ashkenazim, elle a été interdite par Meor Agola, Rabbeinu Gershom Marshall. de Vence, en l'an 1000. Donc ça fait un millénaire qu'elle nous est interdite. C'est-à-dire que les Sfardim, ils savent mieux vivre que nous, hein. Qui dit que c'est mieux? Voilà. Et Donc ça genre, nous il est y a, interdit effectivement depuis un millénaire dans le monde ashkenaz. Mais dans le monde sfarade, ça n'est plus sur les pratiqué, mais c'est mariages, légal. C'est légal. Pardon? sur les mariages, Oui, à un certain moment, les hommes préféraient les femmes grosses. oui, Les ça je filles comprends. étaient gavées comme des oies et vraiment pour être énormes. Et c'est un signe de richesse, Et ça faisait beaucoup de problèmes de santé comme ça. Il y en a même qui ont bien eu des entendu. crises cardiaques, etc., etc. Mais c'était une preuve d'aisance à la maison. Comment? C'était une preuve de richesse à la maison. Si les Ouais, jeunes filles étaient grosses, ça veut dire qu'il y avait beaucoup à manger. ouais, Et donc c'était une preuve de richesse. On voit ça dans pas mal de civilisations méditerranéennes. J'ai vu ça aux Canaries, par exemple. J'ai vu des femmes énormes, énormes, des jeunes filles de 18 ans, mais des monstres. oui, elle C'était pouvait leur à peine esthétique, marcher, elle pouvait à peine marcher à 17, absolument. 18 ans. Ouais, ouais, C'était leur esthétique, c'était les plus belles. ouais, Comme quoi la beauté est relative. ouais, ouais. Dans les années, la fin des années 20 et au début des années 30, la famille de mon père était très, très riche. C'était les Bismuth à l'iris. C'était à l'iris. C'était leur marque de, Leur marque, oui. ils avaient beaucoup, ils avaient des propriétés, ils faisaient des meubles, Oui. fabriquaient des meubles, et les meubles étaient, oh, c'était très beau, c'était avec Les filets de avec cuivre. du marbre, etc. Et c'était exporté d'ailleurs en France et je ne sais pas où encore. Et j'ai d'ailleurs des devis que la famille de mon grand-père avait envoyés. Et mais malheureusement, avec la récession de la fin des années 20 et les années 30, ils ont tout 29, perdu. oui. Tout perdu. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y Tout a eu beaucoup de perdu. faillites, hein. Beaucoup. Ouais. Mais c'était vraiment une famille bien, bien connue. Oui, oui, mais les gens, il y avait des gens très, très, très riches et puis ils ont beaucoup perdu. Il y a plein de faillites hein, en 29. Ouais. Partout, chez tout le monde, pas seulement chez les Juifs, hein, chez tout le monde et en Voilà, France je sais, aussi. ouais. Et aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ouais. Mon père me racontait que quand il était jeune, il était accompagné chez des amis par leur voiture avec un chauffeur. Oui, 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 je ne suis pas surpris du tout. Et Oui. après, il a dû marcher. Il a dû quitter son travail, il a dû quitter l'école à l'âge de 15 ans pour travailler, pour nourrir son père et la famille. Bon, Dans bon. les repères de fortune dans la vie, hein. Oui. Ouais. Bonsoir, M. 15 ans. Spira, Maurice Azan. J'ai entendu vraiment votre exposé. J'étais tout à votre écoute. Tout est bien, tout est précis. J'ai vécu à Nice jusqu'à la- l'âge de 18 ans, c'est-à-dire les années 60, 70. Et donc, tout est. J'ai connu beaucoup de choses que vous avez dit, le petit matin, tout ça,
il y a un détail, un tout petit détail, mais que vous êtes tellement précis, c'est tellement bien organisé que quand vous avez parlé de la cérémonie de mariage, vous n'avez pas parlé du aîné. Non, j'en ai pas parlé, c'est vrai. C'est C'est vrai. quelque Ouais. chose qui était très important et une cérémonie qui existe toujours d'ailleurs, Il existe toujours. et toujours. La cérémonie du aîné. Alors, je Oui, suis c'est vrai. Vous avez raison. tellement La fine, précis que je pense que c'est un oubli. Je la voulais fine, Fine. Mais moi, je pense que ce qui Fine. a été un peu abandonné à l'époque en Tunisie est revenu avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a des Shiva Brachot, on a des Shabbat non. Khatat, Oui. Shabbat Kala, et le Et Chéné, même comme vous dites, Fine, vous avez tout à Fine fait aussi. raison. Ces traditions sont revenues et c'est très bien. Mais le aîné a toujours été là. C'était Oui, le Chéné a toujours. possible d'abandonner le aîné dans des familles. Il y avait beaucoup de symbolique, beaucoup de. Oui, Le tout à aîné fait. était toujours là. Non, mais parce que vous étiez tellement précis dans tout ce que vous avez dit par ailleurs que Et merci d'avoir corrigé ou complété. Merci beaucoup, Monsieur Hazan. voilà, que vous voulez que ce d'ailleurs, soit dans complet. la cérémonie du aîné, c'était une semaine avant le mariage. Et le khatan devait offrir, il y avait une corbeille avec Des des chaussures. chaussures. Il Avec devait des offrir des pièces, chaussures. des chaussures. Oui, Ouais. oui. Je Et voudrais dire que des- M. Hazan, qui était là à l'écran à l'instant, c'est lui qui m'a envoyé l'histoire de Rosh Chodesh Nissan et plein de choses qui m'ont permis de compléter mon cours. Et je le remercie encore puisque tout le monde le voit maintenant à l'écran. Ce que je voudrais vous dire, si c'était parce que la synagogue de Nice, vous l'avez citée, c'est une très belle synagogue. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Nissan, je fais à un moment donné, montre des images de la synagogue de Tunis, la vue de Paris. C'est une synagogue art déco qui est vraiment très beau. Si vous avez la vidéo, revoyez la vidéo de Nissan D'accord. et vous allez voir à un moment donné la synagogue. Si vous même la repassez pour montrer, vous allez voir qu'elle est très belle à l'intérieur et c'est au moment on magnifique. reparlerai. Eh bien voilà, Daniel, tu confirmes? Eh oui. Bon, Et ben, c'est Georges, bien, j'ai une les question. anciens Tunisiens retrouvent quelque chose. Ouais. Georges, Oui, Johan? et tu as parlé, tu as donné des chiffres par rapport à la scolarisation, ceux qui étaient à l'Alliance israélite et ceux qui étaient dans Oui. l'école publique. Mais l'ancien modèle, ce qu'on t'a appelé les Talmuds des Torah, est-ce qu'on a des chiffres sur ça? C'est quoi? 90% des gens passent à l'école publique ou à l'Alliance ou il y a quand même Ah, à peu moitié-moitié? près, Qu'est-ce qui oui, se parce passe? que à peu près il y a 15% de la population juive de Tunisie qui habite dans le sud tunisien. C'est là que se pérennise l'école traditionnelle du Talmud Torah, plus Djerba. Alors Djerba, il y a quand même 3 500 juifs, Ça, c'est autre chose, Verba. voilà. Mais c'est un petit pourcentage de la communauté, un petit pourcentage. Les juifs étaient essentiellement concentrés dans les villes. D'abord, Tunis, tu vois que Tunis, c'est Oui, bien sûr. 55% de la population juive de Tunisie. Il y a Sfax, il y a Sousse et Bizerte, etc. Ok. Voilà. Et comme tu l'as dit, c'est un choix. C'est pas qu'ils sont forcés ou pas du tout. C'est un choix de sortir du Talmud Torah et d'aller. Clairement. Ah, clairement. Ouais, de toute façon, ils allaient au Talmud Torah, même s'ils étaient dans une école non Ah juive. oui, tu l'as dit. Ils allaient au Talmud Torah, surtout les Ouais. garçons, comme pour la bar Oui. mitzvah, Mhm. etc. Le Mais on keteb, va on voir appelle ça le justement, keteb. Daniel, la prochaine fois, on va voir justement le Talmud Torah, il n'aura pas beaucoup d'impact parce que les professeurs n'étaient pas de bon niveau. Et Exact. c'était par cœur, ils n'apprenaient pas, on leur faisait ingurgiter des quantités de connaissances en par cœur. Et voilà, et donc ça fonctionnait, ça laissait quelque chose, mais avec le nombre d'heures de cours qu'ils avaient, ils auraient pu en savoir beaucoup, beaucoup plus et être beaucoup mieux rattachés au judaïsme. Mais on verra Oui. ça la prochaine fois, justement. Et est-ce qu'on verra ce que sont devenus les Juifs du Sud, ceux qui sont restés loin de la culture française et occidentale? Est-ce qu'ils ont plus gardé? Où sont-ils Oui, aujourd'hui? oui. Ben, je pense que beaucoup ont quitté la Tunisie, hein, et Oui, ils ils ont sont en quitté. Israël, ils sont. Je ne sais pas où ils sont Il y a plus précisément, personne. mais ben, ils ont quitté la Tunisie. Il n'y a plus Oui, rien en oui, Tunisie. bien C'est sûr. terminé. Je Oui, suis bien d'ailleurs sûr. très étonné. Aujourd'hui, j'ai Parce vu que, qu'en Syrie, à Damas, il y a un rabbin contre lequel on a voulu faire un attentat. Mais je ne savais même pas qu'il y avait encore un rabbin en Syrie. Je comprends pas ce qu'il fait là-bas. Je et en comprends pas. Iran aussi, il y a beaucoup.
Pardon? Non? En Iran, il y a beaucoup de juifs encore, Ah, en non? Iran, c'est autre chose. En Iran, c'est autre chose. Il y a 8 9 000 juifs encore en Iran. Il y en avait 100 000 avant, il y a un siècle. Mais en Syrie, il y a longtemps qu'il n'y a plus de juifs. Je ne comprends pas ce qu'un rabbin fait en Syrie. Il habite là-bas, à Damas, en vieille ville. Ah, D'ailleurs, ils ont voulu l'assassiner il y a 2, 3 et c'est jours. pour ça que j'en parle. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi une minute. Oui. Est-ce Oui, que ce bonsoir. rabbin-là, bonsoir, excusez-moi Ariel, est-ce que ce rabbin-là, c'est pas un rabbin qui est arrivé des États-Unis et qui se trouve là-bas? Parce qu'on n'a jamais signalé qu'il y avait encore un rabbin là-bas. Et il habite Et là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? il est très controversé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne Il sais est pas. arrivé des États-Unis, il voudrait refaire, je ne sais pas, sa communauté. Je ne sais pas. C'est peut-être Je ne peux lui. pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Non, non, parce que j'en ai entendu parler il a été critiqué par les communautés syriennes aux États-Unis parce il est retourné là-bas. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais Avec Je ne sais les il y pas. a passeports encore, américains. J'ai pas de il y a réponse. encore des juifs à Djerbas, je pense. Bien Et Oui, à Encore Djerba, des oui. juifs, il y a bien une bonne sûr. communauté là-bas. Bien Il y a sûr. une bonne communauté. Il y a une communauté à Djerba. Ah oui. Voilà. Moi, je voulais juste préciser, dans le Henné tunisien, moi je ne suis pas de Tunisie, je suis de Constantine, c'est pas loin, mais il y avait une notion de Rhino Rossi. On offrait un bracelet qui s'appelle la semaine. Et en fait, composé de 7 bracelets fins, afin d'enseigner à la jeune fille qu'elle doit compter les jours avant d'aller au mikvé, n'est-ce pas? Oh, c'est joli ça. Ma mère l'avait. Ma mère l'avait. Ma mère avait ce bracelet. Voilà, pour information à Constantine, ce n'était pas une semaine, mais un bracelet en serpent. Donc, quand Merci vous voyez un beaucoup. bracelet en serpent de 24 Ah carats, oui. vous savez que ce sont les Constantinois. Et en Et Tunisie pourquoi aussi, ouais. Voilà, alors pourquoi le bracelet en serpent? Parce que c'est pour éviter les avérotes. Les hommes portent des tzitzit et les femmes, en fait, le serpent rappelle le bâton avec le serpent de Moshe pour rappeler attention aux avérotes. Voilà, Magnifique. donc Belle ce sont Le des serpent qui a bijoux, poussé Ève Bravo. à manger bijoux du pédagogiques, fruit on va interdit. dire, Bravo. pour la petite histoire. Eh ben, c'est très sympathique d'avoir ces explications. Bravo. Oui, oui, il y a le serpent, c'est très, très courant à Tunis, très, très courant. Ouais. Et à Constantine aussi. La bataille. Ouais, Oui, c'est pas loin. Et Et je reviens un petit peu sur les communautés. Au Maroc aussi, on avait encore dans les années 60, au début des années 60, des juifs berbères qui oui, qui ne parlaient que berbère et qui vivaient dans des villages en terre, enfin berbères. tout à fait. Et alors, ça serait formidable de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils ont gardé leur culture et leur savoir. Parce que Alors, j'imagine on qu'en a, Torah, ils avaient une grande culture. Beaucoup sont on a montés très- en Israël. Et comme on vient juste de finir avec la fête de Pessah, il y a aussi la Haggadah de Pessah. Nous, on la lisait aussi en espagnol le deuxième jour, d'autres en judéo-arabe et les berbères en judéo-berbère. Ouais. Le deuxième jour, la Haggadah a été traduite. Ouais. À Constantine, c'était en judéo-arabe. Oui, nous aussi, on faisait ça en Cultéran. D'ailleurs, Monsieur Hazan, j'ai la Haggadah de David, oh, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Il est là, Monsieur Hazan? David Perda. Oui, ah oui. Ah, Bien sûr. Oui, le David Perda. alors, les Juifs, pour répondre à la dame avec les Juifs du Maroc, j'en ai longuement parlé des Juifs du Maroc. Je ne suis pas encore arrivé au 19e et 20e siècle, mais effectivement, il y avait des familles, notamment dans l'Atlas, qui avaient des traditions bien plus anciennes et qui avaient conservé des traditions très anciennes parce qu'ils étaient dans des villages totalement isolés. Mais ça, j'en ai longuement parlé. Nous reviendrons au Maroc, mais c'est pas dans les prochains jours. Oui. Il faut qu'on on va terminer la Tunisie jusqu'à l'époque contemporaine. Et après, je pense qu'on va aller se promener du côté d'Amsterdam probablement, oh, wow. un certain temps, pour voir, mais c'est pas pour tout de suite, à quoi ressemblait le judaïsme d'Amsterdam à l'époque de Spinoza.
mais je ne vous fais pas un cours sur Spinoza, je vous préviens tout de suite. Ça, c'est pas dans mes compétences. On va voir ce qui tourne autour. Merci beaucoup. Des moulins à vent. Merci, c'est Merci passionnant. beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci Alors, on se beaucoup. retrouve dans C'était 15 très jours. intéressant. Merci Très beaucoup. intéressant. Merci.